Bonjour à tous. L'objet de cette présentation est de vous présenter et commenter un article écrit en novembre 2010 par l'entreprise McKinsey dans le cadre du cours de gestion des risques financiers. Cet article est intitulé BAL 3 et le secteur bancaire européen, ses impacts, comment les banques peuvent y réagir et les challenges de l'implémentation. En 2007, tout le monde a été touché par la crise financière, que ce soit directement ou indirectement. Depuis lors, le public est très attentif à l'activité des banques car cette crise financière a provoqué une dégradation de l'économie mondiale. Suite à cette crise des subprimes, le Conseil de stabilité financière et le G20 ont mis au point de nouvelles mesures de stabilité pour le système bancaire mondial. En effet, l'analyse des effets de la crise a révélé que son impact sur les banques trouve son origine dans la croissance trop rapide des bilans et des transactions hors bilan des banques, cela associé à une faible qualité des fonds propres. Les nouvelles mesures réglementaires ont donc donné lieu à un nouvel accord dénommé BAL 3. Sa mise en vigueur a été annoncée pour 2010, mais certaines mesures de cet accord manquaient alors encore de clarté. BAL 3 constitue un enrichissement des règles précédentes regroupées sous les noms de BAL 1, BAL 2 et BAL 2.5. Ces améliorations, publiées en décembre 2010, visent à réguler mais aussi à renforcer le système bancaire en réponse à la crise des subprimes survenue en 2007. Les exigences de BAL 3 auront un impact conséquent sur la stratégie et l'activité des banques. Leur objectif est d'accroître la capacité des grandes banques internationales à s'adapter à la conjoncture économique. Ces nouveaux accords prévoient notamment un renforcement du niveau et de la qualité des fonds propres, ainsi qu'une gestion accrue de leur risque de liquidité. Comme je l'ai déjà dit précédemment, notre article parle donc exclusivement des mesures de BAL 3. Plus particulièrement, il analyse quels impacts auront ces nouvelles régulations sur le secteur bancaire européen, quelles possibilités auront les banques pour y répondre et enfin, comment les banques vont réussir à implanter BAL 3. En résumé, ce paper parle des effets qu'auront ces nouvelles règles. Pour bien comprendre cet article, nous allons dans un premier temps vous rappeler les principaux concepts et exigences de BAL 3. Cette réforme a pour but de garantir un niveau minimum de capital afin d'assurer la stabilité financière des banques. Elle doit être implantée pour 2019. Ses principaux axes concernent, premièrement, le renforcement du niveau de capital ainsi que de la qualité de capital pour les banques afin qu'elles soient mieux protégées en cas de pertes significatives grâce à un capital régulatoire minimum que sont le Tier 1 et le Tier 2, mais aussi une augmentation dans le ratio de corps capital. Deuxièmement, un plafonnement du ratio de l'effet levier est exigé à 3%. Et enfin, l'établissement de deux ratios de liquidité afin d'améliorer la gestion du risque de liquidité. Le premier ratio, étant le Liquidity Coverage Ratio, a pour but d'améliorer la liquidité de court terme. Il permettra aussi aux banques de résister à une crise de liquidité importante pendant un mois. Le second ratio, appelé le Net Stable Funding Ratio, concerne la liquidité à long terme et a pour but d'inciter les banques à trouver des ressources de financement plus stables. En résumé donc, BAL 3 est un ensemble de nouvelles réglementations pour les besoins en capitaux qui incluent des ratios cibles, mais aussi des périodes de transition. La réforme est censée rendre le système bancaire plus sûr en réparant les faiblesses qui ont été révélées par la crise. Son objectif final est donc d'améliorer la liquidité, la qualité et la profondeur du capital, ainsi que la gestion du risque sous-jacent. Comme évoqué précédemment, les points principaux de BAL 3 sont de se concentrer sur le capital et le financement. La figure que vous pouvez voir donne un aperçu de l'impact de ces nouvelles règles, et de son importance. Nous constatons que l'Europe sera la plus affectée. Les chiffres montrent le déficit en capital et en liquidité pour l'Europe et les USA.
Nous y voyons clairement que l'impact sera significatif, mais que l'Europe aura un plus grand déficit à gagner en capital et en liquidité de court terme par rapport aux USA. En Europe, la perte en capital s'élève à 1050 milliards d'euros, alors qu'aux États-Unis, ce montant s'élève à 600 milliards. Le montant de perte pour la liquidité de court terme est de 1300 milliards en Europe, alors qu'elle est seulement de 570 milliards aux États-Unis. Cependant, le déficit de liquidité de long terme est relativement similaire que l'on soit en Europe ou aux États-Unis. Les questions posées par les auteurs dans notre article sont tout à fait légitimes et justifient l'écriture du paper. En effet, en 2010, l'annonce de la sortie de nouvelles réglementations peut faire peur aux banques et pose question sur la manière dont elles devront implémenter ces mesures en adéquation avec leur modèle économique. La société McKinsey fut donc la première à analyser réellement l'impact, la manière dont les banques pourraient répondre ou encore identifier les challenges qu'elles devraient relever suite à ces nouvelles règles. Seule une étude précédemment effectuée sur la véracité du fonctionnement de Bâle III avait été effectuée en février 2010 par Peter Mew, Bogi Özdemir et Michael Giesinger. Cependant, notre paper fait le premier d'une longue série sur le thème de l'impact et la réponse des banques en réaction à Bâle III. Après vous avoir introduit notre sujet et vous avoir expliqué ce qu'était réellement Bâle III, nous allons poursuivre sur deux thèmes. Le premier va s'attarder sur l'impact des exigences en capital de Bâle III et sur la manière dont les banques pourront y répondre. Le second thème développera les challenges auxquels les banques feront face à cause de l'implémentation de cette régulation. Finalement, nous conclurons et analyserons les limites de notre article. Revenons donc en premier lieu sur l'impact que les exigences de Bâle III auront sur le système bancaire. L'évaluation de cet impact est basée sur les 45 plus grandes banques d'Europe afin de pouvoir en extrapoler l'impact en Europe. Tout d'abord, prenons le point de vue statique de l'impact sur les banques européennes. Cela signifie qu'on ne prend pas en compte d'éléments dynamiques dans cette analyse. Dans ce cas, nous assistons à une diminution entre 3,7 et 4,3 points de pourcentage dans le Return on Equity avant impôt, alors que le ROE était de 15% avant la crise. Il n'y a cependant pas d'impact sur le Net Stable Funding Ratio, puisque nous constatons que celui-ci est moins punitif une fois appliqué. Les effets sont cependant graduels, puisque les auteurs prévoient un déclin de 2,1 points de pourcentage dans le ROE d'ici 2016. La diminution du ROE aura plusieurs impacts. Tout d'abord sur le capital, mais aussi sur le financement. En ce qui concerne l'impact sur le capital, nous remarquons une plus grande qualité du capital, une augmentation du risk-weighted asset et finalement une augmentation de tous les ratios de capital. Les exigences pour le ratio de Core Tier 1 sont supérieures à 9% et le Tier 1 doit être supérieur à 11,5%, incluant un coussin de protection de 2 à 2,5%. L'effet levier réduira aussi le ROE, mais il ne représentera pas une contrainte majeure de Bâle III. Nous ajouterons à cela un coussin spécial supplémentaire autour de 3 à 4% pour les banques considérées comme too big to fail. Le déficit total sur le capital sera donc en 2009 autour de 1,1 milliard d'euros en Europe. Au sujet de l'impact sur le financement, le déficit s'élèvera quant à lui à 1,3 milliard d'euros pour le financement de court terme. Ce manque à gagner résulte des nouvelles exigences concernant le ratio liquidity coverage. Nous ajouterons qu'il y a un très faible impact sur les banques américaines parce qu'elles ont déjà un ratio levier et que le risk-weighted asset n'est pas comparable à celui de l'Europe. Comme nous venons d'analyser une perspective statique, nous allons maintenant analyser l'impact d'un point de vue plus dynamique, c'est-à-dire que maintenant, nous allons prendre en compte le développement du bilan comptable des banques. Cette fois, l'analyse se fera sur un échantillon de 22 banques.
Nous remarquons dès lors une augmentation de 10% en ce qui concerne le besoin en capital additionnel, ainsi qu'une augmentation de 3% du bilan due à la croissance des entreprises. Sur l'image, vous pouvez voir la comparaison entre les deux perspectives, statique et dynamique en Europe. En bleu clair, on peut voir l'impact du Tier 1 et en bleu plus foncé, l'impact pour le Core Tier 1. Il est évident que le déficit en capital d'ici 2009 sera élevé, mais la perte sera encore plus importante si l'on prend en compte la perspective dynamique, puisque la perte s'élèverait à 1150 milliards après les ajustements dans la structure du bilan et la croissance des actifs, en opposition à une perte de 250 milliards pour le point de vue statique. Il en résulte qu'il est très important de tenir compte des mouvements et développements du bilan pour connaître la perte réelle impliquée par les régulations. Passons au développement par les auteurs de l'article de la manière dont les banques vont pouvoir répondre aux mesures de Bâle 3. En réalité, les banques doivent ajuster leur stratégie pour réussir à atténuer les impacts et les déficits engendrés par Bâle 3. Elles peuvent cependant opter pour différentes stratégies. Il y a la stratégie qu'on appelle No Regret Move, il y a la restructuration du bilan et enfin la modification du business model. Sur la figure que vous pouvez voir ici, nous pouvons voir donc les différentes stratégies que je viens d'évoquer et qui sont possibles afin de modérer les pertes causées par Bâle et ainsi diminuer la perte sur le ROE. En appliquant ces stratégies, le secteur bancaire européen serait capable de recouvrer entre 1,5 et 4 points de pourcentage des pertes dues sur le ROE avant d'effectuer de plus gros ajustements au niveau de leur modèle économique propre. Pour la stratégie du No Regret Moves, 20% des effets pourraient être atténués avec une implémentation plus efficiente et des ajustements sur le business model. Cela signifie une récupération de 0,5 points de pourcentage du ROE. En ce qui concerne la restructuration du bilan, on s'attend à ce que 0,5 à 1 point de pourcentage du ROE puisse être modéré avec la qualité du capital et les problèmes de déduction, ainsi qu'une optimisation du bilan et du financement. Enfin, pour l'ajustement du business model, il s'agirait de revoir la profitabilité et de voir comment maintenir les rendements actuels dans le nouvel environnement. Il est difficile de savoir avec précision l'impact qu'auront ces nouvelles réglementations, mais les auteurs pensent qu'il sera possible de récupérer jusqu'à 4 points de pourcentage des pertes sur le ROE. Malgré tout, il est peu probable que le secteur bancaire parvienne à regagner sa profitabilité d'avant Bâle 3. Au-delà des pertes amenées par Bâle 3, son implémentation sera bénéfique pour le système bancaire tout entier, mais permettra aussi d'améliorer la gestion des risques grâce aux 3 leviers d'amélioration précédemment identifiés. Habituellement, les banques utilisaient déjà certaines de ces améliorations, mais jamais les 3 ensemble. La première consiste à centraliser la gestion de la liquidité à un niveau corporatif. La seconde a pour but de développer une vision plus précise de la position de liquidité de la banque. La troisième veut améliorer le plan de financement, tel qu'il est une partie du processus de planification de l'entreprise. Bâle 3 peut être bénéfique pour la régulation du marché en général, mais il y a aussi certains impacts pour les banques, comme l'amélioration de la qualité du capital, la gestion du bilan et la réduction des coûts de financement de long terme. Je vais maintenant vous détailler les différentes stratégies pour aller plus loin dans la présentation du graphique que je viens de vous présenter. En ce qui concerne le No Regret Moves, qui sont des initiatives pour améliorer le capital et la gestion de la liquidité, il y a 2 actions possibles. Tout d'abord, on peut améliorer le rendement du capital, mais on peut aussi traiter la gestion des liquidités et du financement d'une manière différente. Pour la liquidité du capital,
Celle-ci est liée au fait que les banques ne seront plus capables de déduire certaines formes de capital sur lesquelles elles pouvaient s'appuyer sous BAL 2. Nous pouvons ajouter que fixer des pratiques de gestion de liquidité sous-optimales permettrait aux banques d'améliorer le management du risque et d'atténuer ses effets. En ce qui concerne leur bilan, les banques devront prendre en considération chaque actif et chaque passif parce qu'ils affectent la position de liquidité de court terme de la banque. Ceux-ci ne pourront plus se reposer sur les déductions de capital. Enfin, concernant les changements sur le business model, nous pouvons observer que BAL 3 représente une certaine discontinuité. En effet, avec ces accords, les banques ont l'opportunité de repenser complètement leur portefeuille business. Mais afin de le faire, elles doivent comprendre comment les nouvelles exigences de capital, liquidité, financement et ratio levier affectent chacun des segments et chacun de leurs produits. Il y a différents liens, interdépendances et arbitrages qui sont spécifiques à chaque établissement bancaire. Sur ce graphique, nous pouvons voir les diverses stratégies d'atténuation des pertes à l'intérieur de chaque segment business. Ce sont les segments dont je viens de vous parler. Il y a tout d'abord, par exemple, nous pouvons faire des modifications au niveau du segment Product et Design Mix. Aussi, il y a aussi possibilité de faire des modifications au niveau du segment Customer Mix, ou alors le segment du risque de transfert, les coûts et les prix, mais aussi le mix géographique. Grâce à notre première partie de vidéo, vous aurez donc compris les enjeux principaux de Bâle 3, ce que signifie réellement cette réforme pour les banques et comment ces dernières peuvent faire face à de telles réglementations. Pour continuer cette présentation, nous allons analyser le point de vue des auteurs ainsi que les différentes contributions qu'ils ont apportées à la réforme. En effet, les auteurs de cet article considèrent que Bâle 3 est une réforme importante pour faire face aux risques encourus par le système bancaire et plus particulièrement à certaines crises telles que celle que nous avons connue en 2007. Ils ont également expliqué que la mise en place de Bâle se fera progressivement, étape par étape, en vue de laisser assez de temps à toutes les institutions financières pour mettre en place les différentes exigences de cette réforme. Les auteurs expliquent également que malgré le temps alloué à la mise en place de cette réforme, à savoir 9 années, puisque la réforme date de 2010 et devra être totalement implémentée en 2019, donc malgré ce laps de temps relativement long, les différentes demandes de Bâle 3 représenteront toujours un défi pour certaines banques. En effet, certaines institutions financières de plus petite taille n'avaient à l'époque toujours pas fini d'implémenter Bâle 2. Ainsi, la réforme de Bâle 3, qui est plus contraignante, leur impose de nouvelles mesures sur base de certaines mesures qui n'ont pas encore été finalisées. Dans ce tableau, vous pouvez voir toutes les réglementations qui devaient être mises en œuvre au cours des années suivant la réforme de Bâle 3. Il est important de noter que cet article date de 2010, raison pour laquelle les chiffres commencent à partir de cette date. Dans cette représentation graphique, vous pouvez voir que certaines exigences de Bâle 3 devaient prendre effet plus rapidement que d'autres, car elles étaient considérées comme plus urgentes. Parmi ces exigences, nous citerons entre autres l'implémentation d'un nouveau risque de marché, la mise en place d'un cadre de titrisation que les banques devaient mettre en place début 2012. Il y eut également une révision des politiques de rémunération, des réglementations contre le risque de crédit des contreparties, ainsi qu'un nouveau traitement concernant la liquidité à court terme des banques. Même si cette mise en œuvre a été faite étape par étape, l'implémentation de Bâle 3 fut plus complexe que ce que le comité de Bâle avait prévu. Il a fallu implémenter des processus de risque plus sophistiqués que dans Bâle 2, et pour certaines institutions qui avaient déjà connu des difficultés à mettre en œuvre Bâle 2, cette demande fut tout simplement de trop. Ainsi, les auteurs ne sont pas totalement d'accord avec la manière dont Bâle 3 a été édicté, et ils trouvent que certaines des réglementations sont difficiles à mettre en œuvre pour bon nombre d'institutions. Ils ont tout particulièrement remarqué de la complexité au niveau de 3 domaines différents, à savoir la conception, la qualité des données et des rapports, ainsi que les différentes opérations de la réforme. En ce qui concerne la conception,
Nous devons remarquer que Bâle 3 élève juste les exigences de Bâle 2 à un niveau supérieur. Par exemple, au lieu de traiter le risque de crédit pour un portefeuille bancaire, les banques doivent désormais prendre en compte le point de vue du crédit, la migration ainsi que le risque de défaut pour le portefeuille de négociation. Au lieu d'inclure une charge de titrisation de portefeuille bancaire, elles doivent maintenant l'étendre au portefeuille de négociation. Les banques doivent également développer des méthodologies pour calculer la VaR, donc la value at risk, et la charge de risque supplémentaire auxquelles elles font face. Bâle 3 exige de nouvelles mesures sur le bilan, dont nous avons déjà parlé dans la première partie de cette vidéo. Ces mesures doivent être classifiées et les banques doivent détailler les différentes sources de leur financement, ce qui engendre des coûts supplémentaires pour les institutions financières. En ce qui concerne la qualité des données et la complexité des rapports, Bâle 3 impose d'avoir des données de haute qualité pour le fonctionnement des processus de risque de la banque. Par exemple, en vertu de la réforme de Bâle 3, il est demandé d'avoir un calcul du risk-weighted asset plus complexe. Le risk-weighted asset n'est autre que le risk-weighted, c'est-à-dire la pondération du risque lié à un type d'actif que l'on a, et l'on multiplie ce risk-weighted par l'EAD, qui est le niveau d'exposition au défaut. Dans Bâle 1, le risk-weighted correspondait à un poids fixe en fonction du type d'actif. Dans Bâle 2 standard, il dépendait du rating et du type d'actif. Le calcul du risk-weighted pour Bâle 3 est donc plus fastidieux et dépend de nombreuses mesures telles que la probabilité de défaut, la normale et la normale inverse de cette probabilité de défaut, un coefficient de corrélation, etc. Ces mesures sont exigées de manière journalière, ce qui est contraignant et représente un coût pour l'entreprise. Ces exigences relatives à la qualité des données sont donc plus strictes et ajoutent une certaine complexité au niveau du système de reporting. En ce qui concerne la complexité opérationnelle, nous devons d'abord mentionner le fait que Bâle 2 avait déjà requis un investissement budgétaire important de la part de certaines banques, car certaines demandes ne purent être implémentées comme prévu et ont ainsi engendré des coûts supplémentaires. Des dépassements de coûts eurent également lieu suite à la réécriture de Bâle 2 et aux nouvelles demandes de cette réécriture via Bâle 2.5. Les problèmes rencontrés lors de l'implémentation de Bâle 2 risquent de se poser à nouveau pour Bâle 3, mais ils risquent d'être supérieurs à ceux connus lors de Bâle 2. En effet, Bâle 3 représente un degré plus élevé d'interconnexion et d'interdépendance entre les différents flux de travail. De plus, il est important de noter que certaines mesures au niveau du bilan, telles que le ratio de levier et les deux ratios de liquidité, sont encore en débat et pourraient donc impliquer, elles aussi, de nombreux changements et donc des coûts supplémentaires. Si nous devons maintenant estimer les coûts de la mise en œuvre de Bâle 3, cela pourrait être une tâche ardue. Ces mêmes coûts sont un autre argument que les auteurs de Bâle 3 ont utilisé. En effet, même si les coûts de la mise en œuvre varient en fonction de chaque institution financière, en fonction de leur modèle d'affaires et du niveau de sécurité qu'elles ont choisi et décidé de mettre en place, les auteurs expliquent également que de nombreuses banques ont malheureusement sous-estimé le coût total et les efforts requis pour implémenter totalement la réforme de Bâle 3. Par exemple, pour les banques européennes de taille moyenne, ils estiment que le coût de mise en œuvre pour être conforme aux réglementations varierait entre 45 et 70 millions d'euros. Le tableau suivant reprend les différents coûts de mise en œuvre de Bâle 3 en fonction de la position de départ de l'institution financière. Un autre point important est celui d'obtenir la mise en place de Bâle 3 à temps. En effet, il est difficile d'imposer à l'ensemble des institutions financières le même laps de temps pour cette réforme car toutes les institutions ne sont pas pour l'instant au même niveau. Les auteurs expliquent ainsi que c'est one size fits all, cette approche risque de ne pas fonctionner. Le succès de cette mise en œuvre dépend des différentes banques elles-mêmes, de leur structure, de leur taille, de ce qu'elles ont déjà mis en œuvre et de la façon dont les différentes parties de la banque seront impliquées. Nous allons maintenant conclure notre article et notre vidéo. Vous aurez donc compris que Bâle 3
a été introduit en vue d'assurer la stabilité financière des banques, en réponse directe à la crise des subprimes survenue en 2007. Cette présentation vous a expliqué la réforme de Bâle III via ses aspects principaux, à savoir le renforcement du niveau de la qualité de capital pour les banques, le plafonnage de l'effet levier et l'établissement de deux ratios de liquidité. Après avoir analysé ces nouvelles régulations, nous nous sommes focalisés sur l'impact qu'elles auront sur le secteur bancaire européen, car comme nous l'avions dit, c'est l'Europe qui sera la plus affectée par ces réformes. Nous avons par la suite analysé les possibilités qu'auront les banques pour répondre à ces mesures, ainsi que la manière dont elles vont réussir à implémenter Bâle III. Nous avons appris que Bâle III était bien plus qu'un ensemble de freins et de contrepoids pour les institutions financières dans un monde d'après-crise. C'est un règlement fondamental qui aura une incidence sur l'industrie bancaire dans son ensemble. Les banques devraient maintenant se conformer aux exigences de Bâle III, continuer ce qui a été entrepris en vue d'implémenter totalement Bâle III en 2019. L'ensemble des réglementations à adopter sont interconnectées et il est important pour la pérennité de notre système bancaire que toutes les institutions financières adoptent chacune de ces règles. Il est également important de comprendre les différents impacts de Bâle III, de savoir comment les banques peuvent faire face à ces différents impacts, mais aussi de comprendre que Bâle III n'est peut-être pas la meilleure des solutions pour contrer le risque d'une nouvelle crise. En effet, cette réforme a été adoptée pour toutes les institutions financières et pourrait ne pas correspondre aux plus petites d'entre elles. Nous allons maintenant aborder les limites de notre article. Nous terminions le point précédent en évoquant le fait que Bâle III n'est peut-être pas la meilleure réponse pour empêcher une nouvelle crise. Cette réforme est trop générale et s'applique au secteur bancaire dans sa globalité. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, une nouvelle réforme est en train de voir le jour, à savoir Bâle IV. Le nom de cette réforme n'est pas encore un terme officiel puisqu'elle n'a pas encore été édictée par le comité de Bâle pour le moment. Cependant, un grand nombre de publications ont été faites dernièrement par le comité, proposant une nouvelle procédure de calcul du risk-weighted asset en allant plus loin que l'approche de Bâle III. Dans cette nouvelle réglementation, il y aura entre autres un recalibrage au niveau des fonds propres via une revue fondamentale du Trading Book. L'objectif est de réaliser des mesures d'impact de l'évolution de certains standards ou indicateurs réglementaires, différents du stress test que nous avions introduit dans Bâle III et qui visait à mesurer la réaction des banques dans des conditions extrêmes, dites quand elles étaient choquées. Nous pouvons également mentionner la codification D307 qui a vu le jour et qui a pour but d'utiliser des concepts économiques pour calibrer les fonds propres, plutôt que d'utiliser les ratings externes qui étaient utilisés auparavant. De nouveaux indicateurs ont ainsi vu le jour depuis la réglementation de Bâle III. C'est le cas par exemple du TLAC, qui représente la Total Loss Absorbing Capacity, qui complète le ratio de solvabilité actuel. Il implique de nouveaux seuils à respecter et donc de nouveaux calculs en perspective pour les banques. Il y aura ainsi des ajustements sur les règles de liquidité en prenant en compte les retours d'expérience que nous avons eus grâce à Bâle III et grâce à l'entrée en vigueur des nouveaux ratios qui ont été introduits. Ainsi, la présentation que nous venons de vous faire comporte un certain nombre de limites. L'article sur lequel nous nous sommes basés a été rédigé en 2010 et depuis, bien des ans ont coulé. De nouveaux indicateurs ont vu le jour, les prémices de Bâle IV ont fait leur apparition et nous sommes conscientes que d'autres changements vont avoir lieu. Certaines des hypothèses que nous avons faites dans cette vidéo ne sont plus d'actualité, mais le timing n'est pas la seule limite de notre article. En effet, l'évaluation de l'impact de notre article n'est basée que sur les 45 plus grandes banques européennes. La taille de cet échantillon peut dès lors affecter nos diverses conclusions. Concernant la perspective dynamique que Camille vous a expliquée, les auteurs ont pris en compte 22 banques de l'échantillon pour lesquelles ils avaient des chiffres suffisamment détaillés pour le deuxième trimestre de 2010, ce qui peut être également une simplification préjudiciable quant à la pertinence des conclusions de notre étude. Comme dernière limite, nous évoquerons la date de mise en œuvre de la réforme.
En effet, la réglementation de Bâle III a été publiée officiellement en décembre 2010, mais notre article date de novembre 2010. Ainsi, outre le manque de recul nécessaire afin de voir si la réforme fonctionne ou non, l'article a été rédigé avant même que la réforme ne soit finalisée. Les auteurs n'ont donc peut-être pas pris en compte certains aspects qui auraient pu s'avérer importants. Nous vous remercions de votre écoute et nous espérons que ce sujet vous aura plu.